On va commencer par un petit jeu. Je mets en plein écran. C'est le jeu de Qui a dit. Vous avez ici deux phrases qui ont été prononcées par des personnalités politiques. Et donc, la question que je vous pose, c'est qui a dit ça? Et je vous laisse réfléchir. Alors, vous pouvez commencer à faire des propositions s'il y en a qui ont des idées. Bon, pas tous à la fois. J'entends pas de proposition pour l'instant. Est-ce que quelqu'un a une idée de En, qui en aurait pu dire 2000 ça? en 2024, Macron, il est capable d'avoir dit ça, hein, il est capable de tout. Emmanuel Macron, un point. Et le Et deuxième, alors on passe en mode facile. Hollande pour le Pardon? premier. François Hollande pour le premier. François Hollande pour le premier. Ouais. Est-ce qu'on a une autre proposition pour le premier? Alors, c'est pas loin parce que c'est aussi un président de la République, mais c'est celui d'avant. C'est Nicolas Sarkozy. Alors, je trouve ça intéressant de prendre connaissance de ces déclarations-là parce que moi, quand je lis ça, première réaction, je me dis chouette, tout le monde est pour l'égalité des chances. Super, on est d'accord là-dessus. Et puis, deuxième réaction, je prends un petit peu de recul et je me dis, c'est des gens qui ont exercé le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour faire avancer l'égalité des chances? Si on veut une réponse synthétique, on dira pas grand-chose. En fait, ils ont pris certaines mesures, c'est vrai, qui allaient dans le bon sens. Et ils ont pris aussi certaines mesures qui allaient un sens inverse. Donc, l'un dans l'autre, euh, ces deux présidents n'ont pas fait progresser l'égalité des chances. Ça, voilà, ça fait qu'il y a un décalage, un écart important vraiment entre les déclarations là, et les actes. Alors, quelles explications on peut y trouver? Une première explication qui sera un peu une platitude, hein, c'est les beaux discours. Voilà, euh, ça rend bien de se présenter comme étant pour l'égalité, puisque l'égalité, c'est une valeur cardinale de notre société depuis la Révolution française. Donc, il faut être pour l'égalité. Donc, on va parler de ça pour marquer des points dans l'opinion. D'accord. Une deuxième explication, c'est aussi que parler d'égalité des chances, ça permet de tenir à distance une autre forme d'égalité, qui est l'égalité des places, l'égalité des revenus, des patrimoines, l'égalité des richesses, qui implique de prendre de l'argent à ceux qui en ont beaucoup pour le donner à ceux qui en ont peu. Donc ça, c'est une forme d'égalité qui ne plaît pas beaucoup à ces courants politiques-là. Et donc, ils vont nous parler d'égalité des chances comme étant un peu la seule forme d'égalité qui vaut. Euh, Nicolas Sarkozy, si on lit un peu plus, de manière un peu plus complète son discours, et je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse, il fait cette distinction bien clairement entre une bonne égalité, qui est l'égalité des chances, et une mauvaise égalité, qui est l'égalité des places. Et ce discours sur l'égalité des chances, il va être efficace pour clouer le bec à tous ceux qui appellent au partage des richesses. Quand quelqu'un arrive et dit il faudrait taxer les riches, il faudrait augmenter le salaire minimum, on lui répond non, vous faites fausse route, ce qui compte vraiment, c'est que chacun ait les mêmes opportunités. C'est que chacun soit récompensé selon son mérite. Et là, on n'a pas grand-chose à objecter parce que chacun ait les mêmes opportunités, moi je suis d'accord. Que tout le monde soit récompensé selon son mérite, ça me va aussi. Et donc, on se retrouve un peu quoi face à ça? Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité écrire ce livre. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette démarche, comme une forme d'autodéfense intellectuelle, pour avoir quelque chose à répondre, justement, au discours sur l'égalité des chances, euh, pour pouvoir réhabiliter, en quelque sorte, l'égalité des places, montrer les limites de l'égalité des chances, réhabiliter l'égalité des places, et donc défendre une justice sociale qui marcherait sur ses deux pieds, qui dépasserait cette opposition et qui inclurait à la fois l'égalité des chances et l'égalité des places.
Dans cette présentation, je vais vous développer une critique de l'égalité des chances et je vais vous dire trois choses. D'abord, que l'égalité des chances n'est pas atteinte. Ça, vous le savez sans doute, mais peut-être ne savez-vous pas forcément à quel point. Je vais vous dire que l'égalité des chances n'est pas atteignable et j'expliquerai pourquoi. Je vais dire enfin que l'égalité des chances, quand elle n'est pas associée au partage des richesses, elle peut nuire à la société. L'égalité des chances n'est pas atteinte, alors ça c'est vrai que tout le monde le sait, hein, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy le savent aussi et ils le disent. Elle n'est pas atteinte, c'est facile à montrer, c'est factuel. Il suffit de s'intéresser en fait au parcours des enfants selon leur milieu d'origine. Et puis on génère des statistiques et on voit bien ce qui cloche. Ici, on a un graphique qui nous montre la part des enfants de cadre parmi les élèves à différents niveaux de scolarité et à différents niveaux de prestige également, euh, selon les filières. Si on vivait dans une société où l'égalité des chances était une réalité, où il y avait une parfaite mobilité sociale, ces quatre barres seraient de la même taille. Ce qu'on constate effectivement, c'est qu'elles ne le sont pas. On voit qu'au collège, les enfants de cadre représentent à peu près 20% de l'ensemble. Dans l'enseignement supérieur, ça monte nettement. Ensuite, ça monte encore beaucoup dans les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est ça les CPGE. Et puis, ça monte encore dans les écoles normales supérieures, des filières d'élite, où les enfants de cadre représentent presque les 2 tiers de l'effectif. Donc, plus on va vers les filières d'élite, mais c'est pareil pour l'ENA, Polytechnique et autres, euh, plus les enfants de cadre commencent à prendre toute la place, au point que ça laisse plus beaucoup de place pour les enfants des autres milieux, notamment des classes populaires. Ce qu'on voit avec le graphique suivant, là, il s'agit des enfants d'employés. Au collège, on part à peu près au même niveau que les enfants de cadre. Ça baisse un petit peu dans l'enseignement supérieur, mais ça se maintient, avec une subtilité ici qui est qu'en France, il y a une polarisation quand même assez nette dans l'enseignement supérieur entre l'université qui reçoit beaucoup d'étudiants avec peu de moyens et qui fournit des diplômes qui donnent un accès voilà, pas très satisfaisant à l'emploi et qui ne donnent pas non plus un accès à des hautes rémunérations. Et de l'autre côté, on a un enseignement supérieur élitiste, les grandes écoles, qui ont beaucoup de moyens et qui donnent des diplômes qui sont un peu le gros lot, qui permettent véritablement et d'avoir un statut social et d'avoir accès à des rémunérations élevées. Et c'est ce qu'on voit dans la suite du graphique avec les enfants d'employés qui sont déjà nettement moins nombreux dans les classes préparatoires et encore moins nombreux dans les écoles normales supérieures. Ce phénomène, il va s'accentuer encore très nettement avec les enfants d'ouvriers. On voit l'allure là alors, si on faisait une courbe, on verrait l'allure de la courbe. On voit l'allure du graphique en tout cas. Au collège, les enfants d'ouvriers, c'est à peu près un quart de l'effectif. Dans l'enseignement supérieur, paf, c'est divisé par 2. En classe préparatoire, encore divisé par 2. Et dans les écoles normales supérieures, c'est encore divisé par 2, au point qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants d'ouvriers sur les bancs de ces écoles. Celui qui vient de milieu ouvrier et qui réussit à entrer dans ces écoles d'élite, il devient presque une curiosité statistique. Donc il y a vraiment un écart extrêmement important entre les chances des enfants de ces différents milieux. Pour s'en rendre encore mieux compte, on va considérer 2 enfants, un enfant dont le père est ouvrier, un enfant dont le père est cadre. On prend les ouvriers et les cadres parce que c'est là où il y a le plus d'écart. Ça permet de bien mettre en évidence ce dont on parle, sachant que les ouvriers, c'est pas une catégorie, vous le savez sans doute, mais c'est pas une catégorie sociale qui a disparu avec la désindustrialisation. Aujourd'hui, il y a encore peut-être 20% d'ouvriers en France, voilà, qui sont des artisans salariés ou qui sont soit dans l'industrie, aussi des ouvriers de la logistique. Enfin voilà, c'est une catégorie qui est un peu plus variée que ce qu'on imagine parfois. On prend ces 2 enfants et on va voir quelles sont leurs chances d'aboutir à tel ou tel destin scolaire ou professionnel. Je vous laisse le découvrir, hein. De faire des études universitaires, de redoubler dès l'école primaire, devenir cadre, entrer en école d'ingénieur ou sortir de l'école sans le moindre diplôme. Je vous montre le résultat. Quelles sont leurs chances? Eh bien, voici.
Donc, la lecture de ces chiffres, hein, si mon père est ouvrier, j'ai 3 fois moins de chances de faire des études universitaires que si mon père est cadre. Si mon père est ouvrier, j'ai 5 fois plus de chances de redoubler à l'école primaire, donc dès les premières années de la vie, me retrouver en échec scolaire, 5 fois plus de chances que si mon père est cadre. De devenir cadre, j'ai 8 fois moins de chances. École d'ingénieur, 10 fois moins. Sortir de l'école sans le moindre diplôme, j'ai 20 fois plus de chances de me retrouver dans cette situation. Sachant que trouver du travail déjà avec un diplôme, c'est pas toujours simple, mais quand on n'en a pas du tout, c'est encore une autre paire de manches. Ça concerne beaucoup de gens. Sortir de l'école sans le moindre diplôme, c'est à peu près 100 000 jeunes par an. C'est 100 000 jeunes dont on sait qu'ils vont galérer, dont on sait qu'ils vont connaître la précarité, probablement le chômage de longue durée. Et quand ils trouveront un emploi, très probablement, ce ne sera pas un emploi ni bien satisfaisant, ni bien rémunéré. Ces quelques chiffres, voilà, je trouve qu'ils sont frappants euh, parce qu'on n'est pas face à un système qui est imparfait. C'est pas si mon père est ouvrier, j'ai 10 ou 15% de chance en moins de réussir ceci ou cela. C'est 3 fois moins, 8 fois moins, 20 fois plus. On est vraiment face à un écart qui est massif. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, je savais que l'égalité des chances, on n'y était pas. J'imaginais pas que c'était à ce point-là. Donc ça a été une prise de conscience aussi pour moi de découvrir ces chiffres. Deuxième chose que je veux vous dire dans cette présentation, c'est que l'égalité des chances n'est pas atteignable. Parce qu'il y a deux choses. Si on veut atteindre l'égalité des chances, même si on met en œuvre toutes les politiques, toutes les meilleures politiques du monde, il y a deux choses qui vont nous gêner. D'abord, la famille. Quand on a des enfants, on veut leur donner les meilleures chances dans la vie, les meilleures chances d'être heureux, les meilleures chances de réussir. Souvent, on se soucie qu'ils réussissent à l'école, parce que réussir à l'école, ça permet plein de choses. Ça donne un avantage. Donc, on va apprendre des choses à nos enfants, on va leur transmettre des connaissances, des compétences, on va les préparer pour la vie. On va aussi cultiver chez eux certains traits de caractère. Le goût de l'effort, la rigueur, la constance, plein de choses qui vont être appréciées, la discipline, plein de choses qui vont être appréciées à l'école. En fait, on apprend à la maison ce dont les enfants auront besoin pour réussir à l'école. Or, toutes les familles ne sont pas autant équipées pour ça. Il y a des enfants qui vont rentrer chez eux et puis ils vont avoir tout ce dont on peut avoir besoin pour être préparé pour l'école. Il y a d'autres enfants qui vont rentrer chez eux le soir et puis ils vont pas réussir à trouver un adulte pour les aider à faire leurs devoirs. Donc, entre ces deux enfants, il n'y a pas d'égalité des chances possible. Et même si on met en œuvre toutes les meilleures politiques, il reste un écart entre les familles. Les familles sont inégales. Il reste un écart qu'on n'arrivera pas à combler. Et ça va impacter très profondément le destin des enfants. Alors, si on veut dépasser cet obstacle, il y a une solution qui a été évoquée parfois dans l'histoire, dans l'Antiquité grecque et aussi à la Révolution française, une solution qui consiste à arracher les enfants à leur famille dès le plus jeune âge, pour les mettre dans un internat collectif où tout le monde aurait la même éducation. Alors là, on est tous dans le même environnement et donc on se rapproche de l'égalité des chances. Si on ne veut pas opter pour cette solution, et je comprends pourquoi, alors il faut reconnaître qu'on n'ira pas plus loin qu'un certain point dans l'égalité des chances. De surcroît, il y a un deuxième problème qu'on va rencontrer, c'est cette petite chose, c'est un brin d'ADN. Nous naissons inégaux en capacité. Pas inégaux en dignité ou en valeur humaine, mais en capacité, en potentiel, en aptitude. Il y a des gens qui sont des génies. Il y a des gens qui sont en situation de handicap. À ceci ou cela. C'est ce que l'observation quotidienne nous montre, c'est aussi ce que la science a permis de mettre en évidence quand on étudie la part de la génétique dans l'intelligence. C'est un peu compliqué à étudier parce que voilà, quelle est la part de l'environnement, quelle est la part de la génétique, la famille, il faut pouvoir distinguer ça. Ce que font les chercheurs, c'est qu'ils prennent des paires de jumeaux
monozygotes, donc des vrais jumeaux, qui ont exactement le même patrimoine génétique. Ils prennent des jumeaux qui ont été élevés séparément, dans des familles différentes, et ils vont leur faire des tests d'intelligence. Si la famille et l'environnement jouent de manière prépondérante dans le développement de l'intelligence, alors ces deux jumeaux, élevés séparément, vont avoir des résultats très différents. Ils vont faire des performances très différentes au test d'intelligence. Si au contraire, c'est la génétique qui a un rôle prépondérant, ces deux jumeaux vont faire des résultats très proches, des performances intellectuelles très proches. Ce que concluent ces études, c'est une mauvaise nouvelle pour l'égalité des chances. Il apparaît que les jumeaux qui ont été élevés séparément réalisent des performances intellectuelles très similaires, encore plus proches que des enfants d'une même fratrie qui ont grandi dans la même famille. Donc ces résultats, ils suggèrent fortement que la génétique joue un rôle prépondérant dans le développement de l'intelligence. Donc il y a des inégalités naturelles qui sont vraiment importantes. Ça veut dire que même si on dépassait cette histoire de famille, même si on atteignait une égalité des chances entre les groupes sociaux, il resterait une inégalité des chances entre les individus. Une famille, même riche, deux enfants, les deux enfants n'ont pas les mêmes aptitudes, les mêmes potentiels à la naissance. Donc il y a une inégalité des chances déjà entre eux qu'on ne pourra pas résoudre à moins que, à nouveau, une solution qui ne plaira certainement pas à grand monde, à moins qu'on construise une société de clones où tout le monde aurait le même patrimoine génétique et là, on se rapprocherait de l'égalité des chances. Par contre, si on refuse ces solutions, si on refuse d'arracher les enfants à leur famille dès le plus jeune âge et de construire une société de clones, on doit admettre que on n'atteindra pas l'égalité des chances. Et on doit en tirer les conséquences politiques. Ça veut dire que notre vision de la justice sociale, elle ne peut pas reposer que sur l'égalité des chances, parce qu'on n'y arrivera pas. Troisième chose que je veux vous dire dans cette présentation, c'est que l'égalité des chances peut nuire à la société. Alors, pas l'égalité des chances en soi, mais l'idéologie de l'égalité des chances et de la méritocratie. Quand on commence à croire que l'égalité des chances est une réalité, et c'est souvent ce qu'on voit quand on a des politiciens qui disent il faut l'égalité des chances, ils reconnaissent qu'on n'y est pas, et puis finalement ils se comportent comme si on y était déjà. Et ils mettent en œuvre des politiques qui sont hostiles aux plus modestes. Ils disent que les plus modestes sont responsables de leur sort. Donc, finalement, ils savent que c'est faux, mais ils y croient quand même. En tout cas, ils agissent comme si c'était vrai. Et c'est là que ça va poser deux problèmes, dont un premier, qui est l'humiliation des perdants. Dans une société d'ordre, de classe, de caste, où le destin des gens est déterminé à leur naissance, et on le sait, et tout le monde le sait, il n'y a pas de honte à être pauvre. On est en dessous, en bas de la pyramide. C'est pas ma faute, c'est la faute à la société. Tout le monde le sait, c'est comme ça. Dans une société où on croit que l'égalité des chances est une réalité, ça pose une question. Les gens qui sont en bas de la pyramide, pourquoi ils y sont? C'est de leur faute. Tout le monde a eu les mêmes opportunités, mais les gens qui se retrouvent en bas, les vaincus de la compétition sociale, eh ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez travaillé à l'école. Ils n'ont pas fait assez d'efforts. Bref, ils ont commis une faute morale. Honte à eux. Et donc, dans une société où on croit à l'égalité des chances, ça va signifier que les catégories inférieures, à la fois sont inférieures économiquement, mais sont aussi inférieures moralement. Et ça va accroître la souffrance de ces catégories-là. Un deuxième problème qu'on va rencontrer, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, le discours sur l'égalité des chances, et quand on croit que l'égalité des chances est une réalité, eh bien, ça va repousser l'égalité des places et ça va discréditer tous les mécanismes de partage des richesses. À nouveau, pourquoi, si on croit à l'égalité des chances, si on croit que c'est une réalité, pourquoi prendre de l'argent aux gens qui ont fait des efforts pour le donner aux gens qui n'ont pas fait des efforts? Hein, ça, ce n'est pas juste. Donc, on va laisser les inégalités se déployer, se creuser, on va laisser le marché faire son rôle.
Et ça va faire une situation où les richesses sont de plus en plus accaparées en haut de la pyramide. Quand on atteint ce point-là, il n'est plus possible de vivre correctement, de bien vivre en exerçant un métier modeste. Les gens qui sont en bas de la pyramide, euh, ils peuvent plus vivre parce qu'ils sont considérés comme étant pas méritants. Donc, ils reçoivent des revenus qui sont déterminés par le marché, qui sont très faibles, et donc il va falloir qu'ils cumulent deux emplois, il va falloir qu'ils fassent des heures à n'en plus finir ou qu'ils se serrent la ceinture de manière absolument radicale pour parvenir à s'en sortir. Quand on est dans une situation comme ça, il n'y a plus qu'un seul choix, il faut grimper, il faut s'élever, il faut monter dans la hiérarchie, il faut décrocher un diplôme prestigieux, il faut décrocher un poste de cadre, quelque chose qui permette de plus être dans le bas de la hiérarchie, de s'échapper du bas de la hiérarchie, parce qu'on ne peut pas y vivre. Ça fait que pour les gens qui exercent un métier considéré comme modeste, par exemple auxiliaire de vie, puéricultrice, maraîcher, ferronnier, peu importe, des métiers qui ne sont pas très bien rémunérés. Dans une société comme ça où les écarts sont trop grands, ils n'ont plus la liberté de faire le métier qu'ils aiment. Ils n'ont plus la liberté de choisir ce qu'ils vont faire dans la vie. Et donc, ils vont être obligés de rentrer dans la compétition sociale, de rentrer dans l'arène et de chercher ce qu'on est tous censés vouloir dans une méritocratie, une place au sommet. On a souvent des discours qui opposent l'égalité et la liberté, qui nous disent que chaque fois qu'on cherche à faire avancer l'égalité, on fait reculer la liberté. Eh bien, la méritocratie, l'idéologie de l'égalité des chances, ça fait reculer à la fois l'égalité et la liberté. Et c'est la fin de cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Hop, j'enlève le diapo. Alors, je ne voyais pas le chat pendant la présentation, donc je vois que Lucas a parlé de Thomas Piketty. Alors, je suis attentif à la fois si quelqu'un veut prendre la parole et en même temps, il y a le chat qui est actif. Est-ce que quelqu'un voudrait déjà partager une première réaction? Au revoir, Cathy. Ah, bah, il y a Michael qui a levé la main. Merci, Michael. Tu peux prendre la parole. Merci, merci pour cette présentation. Alors, pour la petite histoire, moi j'avais déjà assisté à une pré-présentation de cette présentation, donc lorsque le livre était encore en projet. Et là, effectivement, enfin, c'est toujours aussi intéressant. Donc, merci à nouveau pour cette présentation. Moi, la question que je me posais, tu as parlé de reproduction sociale, et effectivement, c'est une partie que tu n'as pas abordée, naturellement, c'est ce que tu disais en introduction. Moi, reproduction sociale me fait penser directement à Bourdieu, Bourdieu, le capital culturel, et effectivement, c'est ce que tu évoques un petit peu en donnant l'effet que les enfants d'ouvriers finalement ont beaucoup moins de chances de faire des études supérieures, etc., etc. Tu as apporté une solution hein, qui est effectivement l'internat collectif. Oui, mais voilà. Est-ce que tu as une autre solution qui pourrait effectivement réduire cette inégalité-là? Donc, c'était le sens de ma question. Merci. Pardon, j'avais commencé à parler, mais j'avais mon micro désactivé. Oui, sur les solutions, donc voilà, je suis convaincu qu'on n'atteindra pas l'égalité des chances, mais qu'on peut faire d'énormes progrès dans ce sens. Donc, j'avais préparé une diapo là-dessus sur les solutions. Donc, je vous la montre même brièvement pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et comme ça, soit on continuera à parler de ça pour peut-être développer ou interroger, ou soit on passera à une autre question parce que je vois qu'il y a Irène qui a une autre question. Je vous montre la diapo dont je parle. Tac. Je partage à nouveau mon écran. Est-ce qu'on voit mon écran?
Pas encore de ce côté-ci. Pas encore. Tac. Alors, j'ai mis Michel. Ah bah voilà. C'est bon. Là, on le voit, hein. Donc, tac. Oui. Je me déplace jusqu'à la fin. Désolé pour ce petit délai. Ah ouais, non, c'est pas là. Parce que j'ai préparé des diapos complémentaires au cas où il y a des questions. Est-ce qu'on voit bien la... Est-ce qu'on voit suffisamment grand, en fait? C'est ça ma question. Oui, impeccable. Impeccable. OK, super. Donc voilà ce que... non, c'est celle-là, pardon. La bonne diapo. Pour faire progresser l'égalité des chances, voilà, moi, les solutions principales que je préconiserais, c'est beaucoup du côté de la mixité sociale et de la mixité scolaire, parce que en gros, tant qu'il y aura des quartiers de pauvres et des quartiers de riches, des écoles de pauvres et des écoles de riches, on n'y arrivera pas. Donc, les solutions que je préconise, moi, c'est beaucoup d'aller du côté déjà des établissements scolaires privés obligés, parce qu'il y a un financement public dans les écoles privées, donc il y a un service public qui doit être rendu, qui doit ne pas nuire à la société, qui ne doit pas aggraver la, comment dire, la ségrégation sociale, donc imposer comme condition du financement une mixité scolaire. Limiter les dérogations à la carte scolaire également. Générer de la mixité sociale dans les quartiers, dans les villes, en utilisant notamment en train de vouloir détricoter, qui est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU, et utiliser d'autres dispositifs également qui peuvent être utiles. Le dédoublement des classes dans les zones prioritaires, ce qu'Emmanuel Macron a commencé à faire et qu'on pourrait pousser, parce que c'est certainement une très bonne mesure, et renforcer les moyens pour les élèves en difficulté dans les zones prioritaires, mais également dans toutes les zones, puisque l'inégalité des chances ne frappe pas que les zones prioritaires. Renforcer les RASED, des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, pour qu'aucun enfant ne soit laissé sur le bord de la route. Et puis aussi, alors je parle de la pédopsychiatrie, c'est aussi mon domaine, la psychiatrie, c'est pour ça que j'en parle, mais voilà, les enfants, parfois, trébuchent dans leur développement. Il faut qu'ils puissent avoir accès à des soins psychiques pour ne pas dégringoler. Ça fait aussi partie de l'égalité des chances, à mon sens. C'est que si moi j'ai beaucoup d'argent, je peux payer des psys pour voir mon enfant. Si j'en ai pas beaucoup, mon enfant il va se retrouver sans accès à des soins psychiques et il a beaucoup plus de chances de mal se développer, de mal grandir et d'être un adulte mal dans sa peau. Donc voilà, ça fait partie des solutions que je propose. Je reviens. Ça continue à partager la diapo? Je n'en suis pas certain. Oui? Ok. Oui. D'accord. Je reviens sur les mains qui ont été levées parce qu'il y avait. Alors, il y a Bernard qui a levé sa main et avant, il y avait Irène. Est-ce que Irène, tu. Oui, Ouais, oui. merci. Bon, bonsoir à tous et merci effectivement pour cette présentation et de parler de ce sujet quand même qui est important puisque là, avec les solutions qui sont présentées, c'est vraiment que ce sont des solutions qui pourraient faire avancer les choses par rapport à nos jeunes enfants et qui sont l'avenir du pays pour demain. Alors, je voulais poser une question n'y a-t-il pas deux inégalités, enfin égalité, dans le sens où il y a quand même une devise républicaine qui comprend donc liberté, égalité, fraternité, et cette égalité, c'était l'égalité devant les droits et les devoirs. Et par rapport à cela, je trouve que c'est toujours vrai. Cette égalité, on devrait aussi défendre ces droits et devoirs pour tous sur le même plan. Euh, Par contre, j'annule la main que j'avais levée par rapport à l'égalité, puisque là, les solutions sont proposées, sont écrites. Donc, voilà, ça concernait justement les solutions. Donc, j'ai dit.
Merci Irène. Est-ce que ça nécessitait pas forcément une réponse, Non, ta contribution? non, non, À ce non. moment-là, on passe la parole à Bernard. Merci. Oui, peut-être j'ai mal compris, mais avec l'exemple des jumeaux, il semblerait donc que le facteur le plus déterminant, c'est bien la génétique. C'est correct par rapport à l'environnement familial. C'est les résultats que j'ai trouvés dans plusieurs études. J'ai pas vu d'études qui allaient en sens inverse, donc il me semble que ça a l'air Ok. assez solide. Donc, j'ai bien compris. Et donc, on se rend compte malgré tout que les élites se reproduisent entre elles. Donc, au final, ceux qui nous gouvernent, ou en tout cas qui sont les cadres haut placés, sont donc quelque part moins performants que d'autres enfants d'ouvriers qui ont des capacités, puisque ils sont plus nombreux et malgré cela, ils n'arrivent pas à percer. Donc, alors qu'ils pourraient être plus intelligents que les enfants de cadre. C'est logique, ça. En proportion, si c'est que la génétique qui fait l'intelligence, on ne peut pas dire que seuls les enfants de cadre sont intelligents. Ça, c'est pas possible. Et donc, au final, c'est eux qui se retrouvent dans les grandes écoles. Donc, alors, moi, c'est ça que j'aimerais qu'on m'explique. Où c'est que ça ne va pas? Donc, c'est à l'école que ça ne va pas pour ces enfants-là d'ouvriers. Comment est-ce possible? Donc, la, si je saisis bien la question que tu poses, c'est finalement, qu'est-ce qui permet la reproduction sociale? Si je reformule comme ça, c'est correct? Oui, oui, c'est ça, parce que Ouais. malgré qu'un enfant d'ouvrier soit intelligent, Mm. les faits démontrent qu'il n'y arrive pas à être à percer, Mm. alors qu'il a la même intelligence qu'un enfant de cadre, voire supérieure. Alors, pour être synthétique, hein, au-delà du niveau individuel, donc ce qui se passe au niveau euh, sociologique, ben, un enfant issu d'une catégorie supérieure, il va être euh, dans, déjà avec des parents qui ont un certain capital culturel et scolaire, donc qui vont déjà pouvoir se repérer dans le fonctionnement de l'école, qui vont pouvoir l'aider à apprendre, qui vont pouvoir l'amener dans des endroits de culture qui vont lui permettre d'acquérir des connaissances, qui vont l'aider, sans parler de l'intelligence et des aptitudes de chacun, mais déjà les lieux qu'on fréquente ne sont pas les mêmes entre les classes aisées et les classes populaires. Donc, les enfants de cadre, généralement, ils vont avoir accès à tout un tas de choses qui sont proches de la culture scolaire et qui vont les aider pour leurs études. Ils vont aussi avoir un environnement matériel qui est aussi comment dire, plus propice parce que voilà, on a de l'espace, on a du calme, on a des livres, on a plein de choses qui aident. Et puis, ils vont être dans des bons quartiers et des bonnes écoles, tout simplement. C'est la tendance générale. Si on compare ça avec un enfant qui grandit dans un quartier chaud, bah, il va être dans un quartier où il y a du bazar, où il n'y a pas beaucoup de place déjà à la maison pour être tranquille, pour faire ses devoirs. Il y a peut-être des gens en bas de l'immeuble qui font du bruit. Il y a des problèmes sociaux qui vont impacter l'enfant. Je veux dire, s'il y a du trafic de drogue dans le quartier, ben voilà, ça va être quelque chose qui va bousculer le parcours de pas mal d'enfants qui, s'ils se trouvent en échec scolaire, vont être tentés aussi de rejoindre ces trafics-là. L'école elle-même va concentrer beaucoup de pauvreté, beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup d'enfants dont les parents sont au chômage, ainsi de suite. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui vont compliquer la tâche pour les enfants des classes populaires, notamment quand ils habitent dans un quartier avec une grosse concentration de pauvreté. Je fais une réponse un peu synthétique. Si on souhaite aller plus loin, on pourra revenir dessus. Oui, non, J'ai mais noté. Ouais. pardon, mais oui, mais bien sûr, tout le monde connaît cette réponse-là. Ce que je voulais vous entendre dire, en fait, Mm. c'est qu'il ne suffit pas d'être intelligent pour réussir, il suffit simplement d'être né dans une bonne famille, riche. Ah. Oui, bah, l'intelligence, à mon sens, est un facteur de la réussite, mais loin d'être le seul. J'ai Colline et Michael derrière. Oui,
Bonjour. Bonjour. Alors, Sylvain, tu as mis au centre des solutions l'enseignement. Donc, je voulais faire un partage d'expérience puisque je suis enseignante moi-même. Et donc, pour m'indiquer certaines limites aux propositions qui sont faites. Déjà, d'amener des élèves du public à aller vers le privé, ça a été proposé. Et ça se heurte quand même à des préjugés des enseignants du privé. En fait, moi, j'ai fait un petit peu les deux. Donc, je suis au courant de ce qui se passe, de ce que pensent les enseignants de part et d'autre dans le public et dans le privé. En outre, comment tu envisages les choses? Est-ce que ce serait un enfant par classe? Auquel cas, il pourrait être soumis à stigmatisation? Quand je parle du préjugé des enseignants, j'ai eu le cas aussi dans un établissement qui est juste en face de moi, parce qu'en fait, je tourne aussi, donc je fais pas mal d'établissements, donc je vois pas mal de choses. C'était alors c'est un établissement parisien, pardon, je précise parisien. Au départ, la carte scolaire a été très réduite, c'est-à-dire qu'on prenait vraiment les élèves qui étaient vraiment du quartier, très très proches, tout ça. Et on avait beaucoup d'élèves qui prenaient des voies scientifiques, etc. Et bien heureusement, aujourd'hui, donc cette carte scolaire, elle a été élargie, elle est étendue et on a beaucoup plus de mixité dans cet établissement en question. Et j'ai entendu des commentaires de certains professeurs qui regrettaient l'ancien temps où on avait beaucoup d'élèves qui prenaient la voie scientifique et tout ça. Donc, je pense que ça va évoluer avec les nouvelles générations d'enseignants, mais bon, c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler. Autre point également, j'ai assisté à des conférences faites par des Canadiens qui partageaient leur expérience. Alors, quand tu parles de mixité au niveau des élèves, il faut aussi envisager une mixité au niveau des enseignants. Parce qu'actuellement, on a un classement qui fait que on gagne des points au fur et à mesure de notre avancée dans la carrière. Ce qui fait qu'arrivé en fin de carrière, on a plus de possibilités de choisir les établissements que l'on souhaite. Et évidemment, spontanément, on va choisir les quartiers dans lesquels ça va être plus calme, plus reposant. Donc, en fait, on a les débutants qui sont envoyés au front dans les établissements les plus difficiles, ou bien des remplaçants. Et quand on arrive en fin de carrière, en fait, on peut choisir dans des établissements un peu plus calmes. Et au Canada, en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a beaucoup plus de mixité au niveau de la répartition des enseignants. Et c'est ce qui fait qu'on a une meilleure réussite scolaire, en particulier des élèves en difficulté et des moins favorisés. Donc ça, ce serait envisagé. Après, ça va aussi se heurter. Là, il n'y a pas d'autres enseignants, mais bon, au fait que, et c'est vrai, moi, la première, au bout d'un certain âge, on a envie de se reposer, quoi. Moi, je me suis retrouvée en REP il n'y a pas très longtemps. Ça a été très, très dur, quoi. Et puis, il faut être fait pour, pratiquement. C'est un autre type d'enseignement. Il faut être formé pour ça. Après, deuxième chose, quand tu parles de la psychologie, je te rejoins complètement. Je reviens sur cet établissement qui était classé REP. Il n'y avait aucun psychologue dans l'établissement, alors que c'était des enfants qui étaient assez, pardon du terme, déstructurés. Je ne sais pas si je peux employer ce terme-là. Et alors que dans le privé, dans tout établissement privé, il y a un psychologue. Donc, il y a des établissements où on a des besoins qui ne sont pas pourvus. Il n'y a même pas un poste qui est proposé parce que le chef d'établissement ne se bat pas pour ça non plus. Et quand il y a des postes, c'est tellement mal payé qu'ils ne sont pas pourvus. Donc, il faut proposer aussi qu'il y ait une revalorisation du salaire des psychologues dans ces établissements et des psychologues qui soient également là pour les personnels d'enseignement, d'encadrement, parce que j'ai vu des AESH dans un état, quand je parlais justement qu'il fallait réintroduire plus de psychologie dans l'établissement, la AESH en question, elle pensait que je parlais des adultes, en fait, alors que je parlais des enfants. Et voilà, il y a un mal-être aussi chez les enseignants qui doit être pris en compte. Et ça, c'est des frais qu'il va falloir avancer. Voilà, quelques pistes de réflexion. Merci Colline. Alors, il y a pas mal de choses que tu as soulevées auxquelles tu as donné aussi des solutions et des réponses. Je veux juste rebondir brièvement sur un ou deux points. Oui, la stigmatisation possible, c'est-à-dire en fait chaque fois qu'on veut faire de la mixité sociale, chaque fois qu'on veut mettre ensemble des gens de différentes catégories, ça va provoquer des effets indésirables, va y avoir du rejet, il va y avoir des
des préjugés, il va se passer plein de choses comme ça. Si on veut l'éviter, c'est la ségrégation quelque part qui nous permet de l'éviter, c'est-à-dire quand les riches vivent entre eux, les pauvres vivent entre eux, on n'a pas ce problème-là. Si on veut que les gens se fréquentent, forcément, il y a un peu des frictions, des phénomènes voilà, pas souhaitables. Néanmoins, j'ai tendance à croire que c'est des effets à court terme et temporaires. Plus on ira vers de la mixité sociale et plus on sera volontaire là-dedans, plus justement on devrait arriver à cet objectif qui est de dépasser les préjugés entre les classes sociales, d'apprendre à se connaître, à vivre ensemble. Donc pour moi, c'est pas rédhibitoire, c'est plutôt un effet de court terme, un coup d'ajustement qu'il faut dépasser. Je te rejoins complètement sur la mixité des enseignants et les besoins de mettre l'argent en fait qu'il faut, on touche là-dessus, hein, toujours en ère de la guerre, pour avoir des enseignants expérimentés dans les zones plus difficiles, pour avoir, oui, des psychologues aussi, pour avoir, oui, un soutien aux enseignants, au personnel en général. Tu parles des AESH pour les élèves en situation de handicap. En fait, tous ces métiers, c'est éprouvant. On attend énormément de choses de l'éducation et je pense qu'on a raison d'attendre énormément de choses de l'éducation, mais il faut donner au personnel de l'éducation les moyens de leur mission. Donc oui, ça demande des sous. Ouais, cette citation qu'on croise parfois je crois que c'est d'Abraham Lincoln, qui dit si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Je trouve que ça s'applique là, c'est-à-dire si on veut vraiment que la société aille dans le bon sens, eh bien, oui, il faut mettre les moyens, donc il faut prendre les sous pour les mettre dedans. Euh, voilà, pour rebondir sur une ou deux choses que tu disais. J'ai noté ensuite qu'il y avait, j'espère louper personne, qu'il y avait Michael qui avait levé la main. Oui, en fait, moi, je voulais rebondir un petit peu dans la continuité de la question de Bernard. Est-ce qu'on a une idée, alors tu as peut-être donné l'info, je ne l'ai peut-être pas noté, ce qui fait qu'en fait, les enfants réussissent, est-ce que c'est plus dû à l'environnement familial ou c'est plus dû à l'ADN? Comme tu l'as évoqué, effectivement, déjà, si c'est seulement dû hypothèse, hein, à l'environnement familial, toutes les pistes en fait que tu as évoquées, déjà c'est pas simple, mais si c'est dû essentiellement à l'ADN, là ça risque d'être d'autant plus dramatique pour essayer de remettre un peu plus de justice. Donc voilà, je ne sais pas si ça paraît clair, mais Je pense, enfin pour moi ta question est claire. Ce que je voudrais faire comme distinction, c'est entre la performance intellectuelle pure et la réussite scolaire et professionnelle. Parce que quand on fait un test d'intelligence, on va essayer justement ça m'est arrivé de le pratiquer dans mon travail, on va essayer de neutraliser au maximum les effets culturels et scolaires. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui a fait un, un parcours scolaire assez avancé, puis qui est juste moyennement intelligent, et puis quelqu'un qui a arrêté sa scolarité très tôt, mais qui a une grande intelligence. Donc ça, c'est des cas voilà, qu'on rencontre. Il ne faudrait pas qu'on pose, par exemple, que des questions de culture générale ou quoi, qui seraient énormément influencées par la scolarité. Là, on louperait, en fait, ce qu'on cherche, qui est l'aptitude cognitive, intellectuelle de la personne. Donc, on essaye dans les tests d'intelligence au maximum de neutraliser ça, ce qui permet justement d'avoir une évaluation de la performance intellectuelle pure, qui n'est qu'un des facteurs de la réussite scolaire. Alors, je voyais sur le chat, qu'est-ce que la réussite? C'est une vraie grande question. Je ne sais pas si on aura le temps de la développer là, mais euh, voilà, il y a plein de facteurs. Bien malin qui saura dire quelle part chacun de ces facteurs prend. On sait qu'il y en a plusieurs. Voilà, on a parlé du talent, des aptitudes naturelles en général. On a parlé de la famille, du quartier. Le hasard aussi, la chance, c'est un des sujets que j'aborde dans le livre. Il y a aussi des chances et des malchances dans notre vie qui font qu'on arrive à tel ou tel endroit. Voilà, donc à différents moments, on peut tirer le bon lot ou le mauvais lot, et ça fait partie des facteurs qui conditionnent nos parcours. Alors, on va pas tarder à s'arrêter, mais puisqu'il y a une contribution qui est en train d'être écrite par André
Sur le chat, j'attends qu'il ait fini en essayant de... Ah ben voilà. Donc si vous lisez la contribution d'André, je suis en accord avec ça. Voilà, un processus multifactoriel qui donne la réussite scolaire et professionnelle, et donc la génétique étant un de ces facteurs. Voilà, donc je reprécise dans ce que j'avais dit, qui est que en réponse à Michael, qui est que ce que les chercheurs testent, c'est pas la réussite scolaire et professionnelle, mais c'est bien l'intelligence stricte. Entre-temps, je vois que JL a levé la main. Donc, à toi, si tu veux prendre la parole. Est-ce que tu peux allumer ton micro? Voilà, on devrait t'entendre maintenant. Est-ce que tu... J'ai l'impression que tu parles, moi je t'entends pas. Zut. Est-ce que quelqu'un entend, j'imagine que c'est Jean-Louis ou Jean-Luc, est-ce que quelqu'un l'entend? Non. Non. Zut. Zut. Sinon, tu peux peut-être écrire ta contribution sur le chat? C'est Jean-Louis, je pense. C'est Jean-Louis. Jean-Louis. Alors, juste pendant que Jean-Louis écrit, voilà, si on veut développer un tout petit peu cette question de la réussite, j'imagine que chacun met un peu différentes choses derrière ça. Moi, ce qui me paraît important du point de vue de la justice sociale, c'est ce que le philosophe Amartya Sen appellera des capabilités, c'est-à-dire bah, la réussite scolaire et professionnelle, c'est certainement pas l'alpha et l'oméga du bonheur. Néanmoins, ça donne accès à un certain nombre de choses qui sont des composantes, bien souvent, du bonheur, qui rendent plus probable le bonheur. Comme l'argent. L'argent, oui, l'argent ne suffit pas pour être heureux. En attendant, quand on n'en a pas, c'est compliqué d'être heureux. Euh, donc, moi, je pense que la réussite, chacun la voit à sa manière. Ce qui me paraît important politiquement, c'est de donner au maximum à chacun une égale chance c'est la formulation je crois, de la Constitution américaine, mais de poursuivre le bonheur, la poursuite du bonheur, qu'elle soit possible pour tout le monde. Voilà, c'est ça qui me paraît important comme objectif. Je vois alors André qui a parlé voilà, des dépenses de l'État selon les établissements scolaires. Et oui, donc Jean-Louis, est-ce qu'il y a vraiment une faute à être en bas de l'échelle sociale? Il y a une dimension morale là dans ce vocabulaire une dimension contre laquelle tu nous mets en garde. Non, mais en fait, On t'entend. pardon, est-ce que je me permets de prendre la parole puisque personne ne parle? Comment dire ça? Ce qui est très peu admissible, c'est qu'en fait, il y ait des personnes qui, malgré leur capacité, n'ont pas accès à des postes importants. Alors qu'il suffirait qu'ils soient nés dans une bonne famille avec l'apport de la culture, plein de choses qui leur permettraient donc d'avoir accès à ce poste important. Alors, comment faire pour que ça soit équitable par rapport au gamin qui est, on va dire, qui a les mêmes capacités qu'un autre issu d'une famille d'ouvriers, lui, on est sûr qu'il réussira, les statistiques le prouvent. Le gamin d'ouvrier, ça sera beaucoup plus difficile pour lui.
Alors, pour rétablir cette égalité, donc il faudrait donner plus de culture à l'enfant d'ouvrier et beaucoup moins à l'enfant de cadre. Donc, ça me fait penser moi j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, dans les lycées français à l'étranger, les collègues profs disaient, en fait, ils n'ont pas besoin de nous pour réussir, parce que c'est vrai que c'était des gamins voilà, et effectivement, ils avaient le bac facilement sans avoir vraiment besoin des profs. C'était une boutade, mais donc quelque part, il faudrait mettre les moyens, mais vraiment à fond, sur les autres gamins et beaucoup moins sur eux. Mais est-ce que c'est envisageable? Parce que là, il y a l'égalité aussi qui joue, l'égalité, pas des chances, mais l'égalité de tous devant la loi. Tu ne peux pas faire de discrimination. Non, toi, tu n'iras pas à l'école, lui, il ira beaucoup plus parce qu'il il a besoin d'un apport de culture plus important. C'est compliqué. Là où je verrais comment dire, une juste mesure, ce serait peut-être en fait, le principe de donner plus à ceux qui ont le moins, appliqué au secteur géographique, c'est-à-dire le principe des zones d'éducation prioritaire. Je pense en fait, il a été insuffisamment mis en œuvre parce qu'au bout du compte, les établissements des zones d'éducation prioritaire ont pas véritablement plus de moyens que les autres, notamment de ce que disait tout à l'heure Colline, que c'est surtout des profs en début de carrière qui y sont, donc des profs qui coûtent moins cher, et au bout du compte, la dépense éducative dans ces zones n'est pas supérieure à celle des autres zones. Colline va réagir. Mais mettre en œuvre réellement ce principe, pas au niveau des individus, mais au niveau des zones géographiques, ça me paraîtrait déjà être une solution pas mal pour avancer vers ça, pour donner plus à ceux qui ont le moins. Oui, c'est vrai, mais là encore, on se rend compte que c'est surtout l'environnement. Bien sûr, aller à l'école, mais un gamin, il n'y passe pas non plus toute sa vie. Tu peux avoir plus de moyens dans une école, avoir les meilleurs profs du monde, aller dans tous les musées. Si tu rentres chez toi le soir, dans ta banlieue, que tu partages ta chambre avec 3, 4 frères et sœurs, c'est forcément tout le bienfait que tu pourras avoir, ça sera annihilé par l'environnement et tout le reste. Donc, la solution de mettre les gamins en internat, ça serait la bonne. Et quelque part, tu te rends compte que le système de l'éducation à l'armée, où il y a des écoles militaires, où justement c'est l'internat, et là, justement, tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup moins de distinctions. Tout ce que tu as dénoncé comme travers, là, l'égalité des chances, elle est beaucoup plus réalisée, en fait, dans ces structures-là d'internat. Donc, pas forcément de l'armée, mais beaucoup à l'armée. Tu as beaucoup plus de chances, un gamin de fils d'ouvrier, d'arriver. Voilà. Merci Bernard. Il y a Colline qui voudrait rebondir, je pense, sur ce qu'on est en train de dire. Et après, comme voilà, j'avais prévu 1 heure, peut-être qu'on peut prendre la contribution de Colline et puis s'arrêter là si tout le monde est OK avec ça. Ok, pardon. Je voulais aussi te remercier parce que j'ai oublié de te remercier tout à l'heure et puis surtout pour les données chiffrées, j'étais assez effarée de voir les chiffres que tu as donnés au niveau d'inégalité. Alors pour rebondir sur ce que tu as dit Bernard, en fait, il ne faut pas confondre égalité et équité. En fait, on peut donner plus d'argent ailleurs, ce n'est pas quelque chose d'inégalitaire, c'est quelque chose qui relève de l'équité. On va donner plus là où il y a des élèves qui ont plus de moyens et c'est aussi ce qui se passe quand on va permettre à un enfant d'être accompagné par un AESH, par exemple. Autre chose aussi, par rapport à ta proposition d'internat, il y a d'autres choses qui sont mises en place, c'est-à-dire qu'on permet aux élèves de rester beaucoup plus longtemps à l'école le soir. Ça marche plutôt bien. C'est-à-dire je crois que c'est instauré d'ailleurs sous l'ère Macron, où je sais pas, bon, je suis pas tout à fait au jour au niveau de ces choses-là, mais je crois qu'ils veulent imposer 1 heure supplémentaire le soir pour que les élèves puissent faire que les élèves puissent faire leurs devoirs au sein de l'établissement, donc avec un accompagnement, donc dans des conditions bien meilleures que s'ils étaient chez eux. On pourrait aussi proposer, il y a aussi de l'aide aux devoirs, voilà, c'est de l'aide aux devoirs, il y a aussi ça dans des structures extérieures, voilà, ce qui est possible.
sans nécessairement passer par un internat tout de suite. L'inconvénient, c'est que les enfants sont fatigués. En fait, voilà, moi, ce que je constate avec les élèves que j'ai pu avoir dans les REP, c'est qu'ils sont déjà d'une très fatigués dès le matin. Ils ont des difficultés de concentration. Et en fait, il y a une problématique qui est beaucoup plus large que de leur offrir des conditions de travail bien meilleures. Il y a encore d'autres choses, en fait. Et merci, donc Sylvain, pour cette présentation. Merci beaucoup pour cet éclairage de terrain, parce que voilà, on parle, mais c'est aussi les différentes solutions qu'on envisage, elles se heurtent parfois à la réalité du terrain qui fait qu'on doit voilà, soit renoncer à certaines ambitions, soit ajuster le tir. Donc moi, je trouve ça bien précieux d'avoir ce type de retour. Bernard a contribué par écrit. Ce ne sera que lorsque les parents auront les mêmes moyens que les enfants auront les mêmes choses. Moi, ça me parle. Voilà. Avec peut-être je voudrais dire peut-être un petit mot de fin pour aller dans ce sens-là. Dans le sens de dépasser justement l'opposition égalité des places, égalité des chances. Les sociétés les plus inégalitaires sur le plan de la répartition des richesses sont aussi les plus inégalitaires sur le plan des chances et des opportunités. C'est ce qu'on constate aux États-Unis, très inégalitaire sur les deux plans, dans les pays d'Europe du Nord, assez égalitaire sur les deux plans. Et il y a vraiment une connexion qui est normale en fait, parce qu'imaginons qu'on ait une parfaite égalité des chances sur une génération, et qu'ensuite les enfants issus de cette génération, certains deviennent riches, d'autres pauvres. Je mets des gros traits pour illustrer mon propos. Et ben ensuite, eux, ils auront des enfants, et les riches élèveront leurs enfants avec les moyens des riches, et les pauvres élèveront leurs enfants avec les moyens des pauvres. Et donc l'égalité des chances qu'on a eue à une première génération, on la perd à la deuxième. Donc, l'inégalité des places alimente l'inégalité des chances. On ne peut pas avoir l'égalité des chances s'il n'y a pas une certaine égalité des places, s'il y a des écarts trop importants entre les personnes, entre les familles. C'est quelque chose aussi que je développe un peu plus dans le bouquin, mais je trouve que ça prolonge bien les discussions qu'on a à cette fin de conférence. On peut s'arrêter là? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On voit des têtes qui hochent. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Merci beaucoup. Et puis je vous enverrai Merci. Je vous enverrai le lien pour le replay si vous souhaitez diffuser, Merci. partager. Ah oui. N'hésitez pas à vous procurer le bouquin, ou voilà, ça développe un peu plus. Et allez aussi sur mon blog où je parle pas mal d'autres choses. Moi, tu m'as convaincu, c'est bon, je vais l'acheter. Merci. Merci, à bientôt. Oui.